tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre professeur d'art plastique, Monsieur Léger, pour vous présenter le parcours artistique et culturel au collège et son avis sur les intelligences artificielles dans l'art. Bonjour monsieur. Avant de commencer notre émission, permettez-moi de vous poser quelques questions. Quel parcours avez-vous fait comme études ? Alors, je vais parler surtout de l'artistique. J'ai fait les Beaux-Arts. J'ai fait les 5 ans aux Beaux-Arts à Angers. Donc, il y a 2 diplômes aux Beaux-Arts. Il y a le DNAP au bout de 3 ans et le DNSEP au bout de 5 ans. Et en fait, ça consiste en la même chose avec des niveaux différents. C'est-à-dire qu'on va présenter un groupe de travaux qu'on a fait au long des différentes années passées là-bas. Et on doit établir une recherche avec une recherche personnelle et des artistes de référence. Donc, des artistes qui nous inspirent notamment au cours des 5 années passées aux Beaux-Arts. Voilà. Après, au-delà des études, j'ai fait plusieurs petits métiers autour du monde artistique et notamment le dessin d'animation, un tout petit peu. Mais ça a été une expérience tout à fait intéressante. C'était dans quel studio ? Le studio Alphanime à Angoulême, c'est le studio qui, notamment, alors pour parler de quelque chose que vous connaissez peut-être, qui a réalisé Franklin la Tortue. Alors moi j'ai pas travaillé sur Franklin, je suis arrivé bien après, mais on a travaillé sur d'autres séries un peu moins connues, mais c'est le même principe. Est-ce que vous avez toujours voulu enseigner ? Alors non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en fait, après les Beaux-Arts, j'ai animé pas mal d'ateliers d'art plastique avec des jeunes de différents âges. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser justement à la transmission de tout ce qui était artistique, notamment de la pratique. Mais bien avant ça, j'avais d'autres intérêts dans le milieu de l'art aussi. Moi, mon rêve en tant que jeune étudiant, c'était de devenir paléo-artiste. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça peut être, paléo-artiste. Vous n'avez pas d'idée ? Non. Paléontologie. L'idée c'était de dessiner, de représenter par le dessin. À l'époque c'était du dessin traditionnel, tout ce qui est de la faune et de la flore du monde préhistorique. Donc par exemple des végétaux, des animaux, les dinosaures évidemment, mais pas uniquement. Et donc de représenter une image la plus fidèle possible à partir évidemment des recherches scientifiques. Voilà, c'était mon rêve d'enfant. Après c'est compliqué à réaliser, mais c'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément en tant que spectateur pour le coup. Alors vous n'avez pas voulu enseigner, mais vos élèves sont toujours très motivés. Vous faites comment ? Ah bah ça c'est vraiment gentil Charles. J'en ai pas la moindre idée. Je suis pas sûr autant que toi que tout le monde est toujours très motivé. C'est comme tout le monde, on a tous des goûts et des intérêts différents pour les différentes matières. Il y en a qui le sont, d'autres moins. Après, j'aurais du mal à répondre à ta question là pour le coup, mais je pense que la matière artistique dans un enseignement au collège, c'est quelque chose qui permet quand même plus de liberté que, on va dire, des cours comme les mathématiques ou le français où on va devoir parfois être un peu plus cadré. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre en art plastique, on est bien d'accord, mais un travail par îlot où tu peux bouger, où tu peux assembler des bouts de carton, où tu peux peindre sur des grands formats, où tu peux travailler par terre, debout, parfois assis sur ton format quand c'est immense, ou quand tu peux sortir de la salle pour accrocher des choses dehors, c'est quand même quelque chose qui, forcément, en 1 heure par semaine, va motiver beaucoup, parce que évidemment c'est des situations de cours qui sont très différentes des autres. C'est aussi pour ça, je pense, que c'est fondamental d'avoir 1 heure d'art plastique par semaine au collège. Ça me semble inévitable. Merci beaucoup monsieur. Irénée va maintenant vous poser quelques questions sur le parcours artistique et culturel au collège. Alors bonjour monsieur Léger. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste cette épreuve ? Alors, l'épreuve du parcours artistique et culturel. Alors en fait, ça vous concerne pas encore, mais l'an prochain, vous allez en prendre grandement connaissance. Vous avez, depuis la 6e, rempli des classeurs qu'on appelle classeurs parcours. Et dans ces classeurs parcours, il y a donc plusieurs parcours, comme son nom l'indique. Et parmi ces parcours, il y a le parcours artistique et culturel, d'éducation artistique et culturelle, PEAC, qui regroupe tout ce que vous avez pu faire autour de matières artistiques, et pas que d'ailleurs. Donc tout ce qui peut avoir un intérêt ou une relation avec l'art, ou la culture en général, va se retrouver dans ce parcours. Ça veut dire que c'est l'art plastique évidemment, mais l'éducation musicale également, et dans n'importe quelle matière, à partir du moment où vous abordez une thématique artistique, vous pouvez l'inclure au parcours. Dans quel but ? Alors déjà, pour enrichir votre parcours au collège, et puis en finalité, une fois arrivé en 3e, vous avez un oral à présenter. Et cet oral-là va tourner autour de différentes options que vous allez avoir. Donc ça peut être un EPI, donc un enseignement avec plusieurs matières regroupées, ou un des parcours que vous allez choisir. Dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, le principe c'est donc de présenter, alors il y a plusieurs options, de présenter un travail qui a été fait au collège autour d'une matière artistique ou d'un cours qui tournait autour de l'art. La culture également, parce que c'est artistique et culturel, mais principalement autour de l'art. De présenter des artistes, des lieux d'exposition, des musées par exemple, et des pratiques. Donc on va vous demander de présenter, d'avoir un apport culturel autour de l'art et d'une pratique autour de cet apport culturel.
concrètement, pour donner un exemple, parce que c'est beaucoup de mots et ça peut être un peu flou, quelqu'un qui voudrait présenter par exemple l'architecture moderne pourrait présenter un architecte, j'en parle parce qu'on verra l'an prochain, Le Corbusier par exemple, qui est un architecte moderne incontournable, il y en a d'autres mais je prends un des plus évidents, et donc va présenter son histoire, sa pratique en tant qu'architecte, et va présenter ensuite une pratique personnelle qui pourrait être du dessin, qui pourrait être une maquette, pour mettre en pratique justement ses savoirs autour de l'artiste présenté ou de l'architecte présenté. Et cette épreuve se fait-elle à plusieurs ou tout seul? On peut faire les deux. On peut la présenter seule, donc c'est en 5 à 10 minutes d'oral avec 5 à 10 minutes de questions ensuite, ou à deux, cette fois-ci c'est en 10 à 15 minutes. Voilà. C'est très compliqué à présenter à deux, mais c'est une belle expérience. C'est compliqué parce qu'il faut pouvoir se partager le temps de parole. Ça, on en reparlera quand vous serez en 3e. Et est-ce que vous savez comment sont évalués les élèves? Oui, on a tous la même fiche. On a une fiche d'évaluation, donc tous les élèves qui passent l'oral, mais pas uniquement le parcours d'éducation artistique et culturelle, ont la même fiche d'évaluation, et cette fiche d'évaluation est principalement axée sur la qualité de la présentation à l'oral. C'est-à-dire que vous pouvez présenter quelque chose qui va pas tenir debout. Par exemple, vous faites un hors-sujet, imaginons. Donc vous arrivez en présentant un parcours d'éducation artistique et culturelle, puis en fait vous présentez votre stage. Bon, c'est jamais arrivé, mais imaginons. Eh bien, vous pouvez quand même avoir des points, parce que ce qui va être intéressant, c'est votre manière de le présenter. Donc comment vous allez le présenter à l'oral, puisque c'est avant tout un exercice oral. Et le plus souvent, quels sont les projets présentés? Oh là, il y a eu énormément de choses. Je peux te faire des exemples plus que le plus souvent, parce que j'aurais du mal à voir ça en termes de, de statistiques, mais il y a eu, alors j'ai eu du stylisme, on a eu des robes, il y a eu des maquettes d'architecture, il y a eu du dessin sous toutes ses formes, j'ai eu du portrait, de la perspective, de la peinture, j'ai eu de la peinture abstraite, mais j'ai eu des planches de skate qui ont été taguées. Enfin, c'est très très large. C'est ce qui est passionnant aussi, c'est que quand on fait une journée d'euro ou qu'on prépare ces genres d'euro, on voit des pratiques très diverses. Alors, vous remarquerez qu'on n'a jamais, et je vous le dis en 3e, on ne peindra pas des skates, mais c'est possible de raccrocher à des choses qu'on a vues en classe, en allant faire une pratique qui sort un petit peu du cadre de la classe. Et ces élèves qui ont peint des skates, c'était des élèves que vous évaluez ou des élèves qui s'entraînaient devant vous? Ah non, les skates qui ont été peints, alors l'exemple, j'ai eu plusieurs exemples de planches de skate peints, mais le dernier en date, c'est quelqu'un qui a fait des pochoirs de Marilyn Monroe. Donc vous allez voir, on va en parler cette année en 4e, donc autour de Andy Warhol, sur sa planche de skateboard. Donc nous, on avait déjà travaillé ça en classe, on avait abordé cet artiste-là, et lui, il l'a peint sur sa planche de skate, et c'était l'occasion de parler en parallèle de cet artiste de sa passion pour le skateboard. C'était tout à fait intéressant. L'idée, c'est qu'il s'est raccroché à des pratiques faites au collège, et en plus, il nous parlait de nous, dans un oral qui était tout à fait construit, donc c'était très bien. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons maintenant passer à des questions de Arthur sur ce que vous pensez des intelligences artificielles dans l'art. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour Arthur. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans l'art. Alors c'est extrêmement vaste, je sais pas trop combien de temps on a, mais je vais essayer de faire bref, parce que l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. C'est une thématique artistique, enfin en tout cas dans le domaine de l'art, qui est passionnante, parce que ça soulève des réactions qui sont tout à fait logiques. Ça nous touche dans notre ego, puisque la création artistique, c'est quand même ce qui fait en partie qu'on est des êtres humains. Ce sont des choses qui sont vraiment propres à nous. Créer, donner une vision du monde à travers l'art, c'est l'humanité. Et c'est nos premières traces du début de l'humanité également. Et l'idée que des machines le feront ou peuvent le faire comme nous, c'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Et je comprends que ça fasse réagir. Ça pose de nouvelles questions et ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc, ce que j'en pense que quelque part, ça devait arriver. C'est la suite logique. J'en pense qu'on en est encore à une période où l'intelligence artificielle réagit par rapport à des artistes. C'est des artistes qui vont programmer les intelligences artificielles, leur demander de créer des œuvres. Là, notamment, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un tableau créé par une intelligence artificielle qui a gagné un concours. C'est un artiste qui rentre des mots-clés. L'intelligence artificielle va créer un tableau. Quand l'intelligence artificielle décidera d'elle-même de représenter quelque chose, là, on va être perturbé. On va vraiment être perturbé parce que ce sera vraiment une nouveauté. Pour l'instant, ça reste des lignes de code et c'est rentré, et donc l'intelligence artificielle va choisir ce qu'elle représente. Donc ce que j'en pense, c'est que ça ouvre de nouvelles perspectives et qu'il faut attendre un petit peu pour voir ce que ça va donner. C'est encore le début. Pensez-vous que les IA peuvent-elles ouvrir un nouveau courant artistique ? C'est compliqué parce que c'est très tôt pour le dire, mais c'est sûr qu'on pourrait avoir des expositions intelligence artificielle dans l'art, donc des œuvres entièrement créées par des intelligences artificielles. Il y en a déjà, il y a des comptes Instagram, il y a énormément de dossiers sur Internet qui sont facilement trouvables avec des suites d'œuvres, des galeries virtuelles d'œuvres créées par les intelligences artificielles. Maintenant, les artistes qui exposent sur Internet ont des petits badges, enfin ils mettent des petits badges en ligne avec je certifie ne pas me faire aider par une intelligence artificielle, parce que en rentrant des mots-clés, maintenant on peut demander à une intelligence artificielle de faire le travail à notre place.
un courant artistique, je sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, mais ça va déclencher une mode, ça l'est déjà, on est déjà en plein dedans, donc ça peut être considéré comme un courant, oui. En tout cas, c'est sûr qu'on est au début de quelque chose de nouveau, que c'est que le début, et on va certainement voir jusqu'où ça va aller très bientôt. Pensez-vous que les œuvres créées par les IA peuvent avoir la même valeur que des œuvres de Léonard de Vinci ou de Pablo Picasso ? Alors, tu me poses 3 questions en fait. Est-ce que ça peut avoir le même prix ? Parce que bon, j'ai aucune idée de combien coûte la Joconde, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une intelligence artificielle va créer une œuvre qui va se vendre extrêmement cher ? Et c'est sûr, ça va arriver. Ça pose des questions très intéressantes. C'est-à-dire que la Joconde, quand tu vas la voir au Louvre, tu veux voir la Joconde, tu veux voir l'original. Si tu vois une Joconde qui est représentée telle que, exactement à l'identique de la Joconde qu'on connaît, mais qu'on te dit que c'est pas la vraie, tu vas être déçu. Parce qu'en fait, on veut plus voir une sorte de personnalité que la Joconde elle-même. On veut voir celle qui a été touchée par Léonard de Vinci. Et c'est ça qui donne la valeur vraiment à l'œuvre. Avant tout, c'est une valeur historique, c'est aussi le personnage qui est derrière. L'intelligence artificielle, si elle crée une œuvre très connue, on peut, théoriquement, c'est numérique, hein, on peut la multiplier autant qu'on veut. Donc l'original, c'est compliqué aussi à retrouver là-dedans. Je sais qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir, malgré tout, des originaux numériques. Donc déjà, bon, la valeur, moi malgré tout, je suis sûr qu'il y aura des œuvres créées par des intelligences artificielles qui auront une valeur monétaire assez impressionnante. Ensuite, la valeur dans l'histoire de l'art, c'est sûr. C'est sûr que là, il y a vraiment quelque chose de tellement nouveau que ça va marquer l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une œuvre peut être créée de toutes pièces par une machine. Donc ça, c'est absolument nouveau. Et donc, tel que Picasso ou Léonard de Vinci en leur temps, ça révolutionne complètement l'histoire de l'art. Et pour terminer, est-ce que la valeur d'une œuvre d'art, ça peut être tout simplement... Est-ce que quelqu'un peut dire que je préfère telle œuvre créée par une intelligence artificielle que la Joconde ? Ça, c'est propre à chacun. Et il n'y a aucun problème. C'est juste les goûts de tout un chacun. Donc oui, globalement, on peut. C'est possible. Ça ne veut pas dire que personnellement je trouve que c'est mieux, mais on peut. Merci monsieur. Merci Arthur. Nous voici au terme de cette émission, chers auditeurs. Merci de votre écoute. Merci à Arthur et Irénée. Merci à monsieur Léger pour nous avoir accordé un petit peu de son temps. Et merci à Charles de nous avoir fait ce fil rouge. Et à bientôt pour une prochaine émission du Club Radio du Collège Saint-Joseph.